l'Occident, ça n'a pas de sens. Parce que le mot Occident, c'est une situation géographique. Vous êtes l'occidental de quelqu'un et vous êtes l'oriental d'un autre. Bon, on n'utilise pas ce mot Occident. Dans l'Empire romain, on parle de l'œcumène, ïcouméné, la terre entière, la terre civilisée. Au Moyen-Âge, on parle de la Christianitas. À partir de la Réforme et de la Renaissance, on parle de l'Europe. On ne parle jamais de l'Occident. Le mot apparaît, en fait, Occident, à l'entour de 1914-1918, pour dire que c'est en train de mourir. La fin de l'Occident, le déclin de l'Occident, la tentation de l'Occident, la défense de l'Occident. D'un coup, ça devient une espèce de valeur refuge, mais très mal définie. Si on dit que l'Occident, c'est l'héritage gréco-latin, ça tombe mal, parce qu'Aristote est inconnu en Europe jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, et Platon jusqu'au XVe. Bon, voilà. Et puis, les copistes médiévaux, ils appelaient leur calligraphie bâtarde, parce qu'ils savaient qu'ils avaient germanisé la calligraphie latine. Bon, si on dit c'est judéo-chrétien, alors si on dit c'est chrétien, bon, chrétien, mais alors justement, vous avez parfaitement raison, chrétien, il y a un monde orthodoxe, il y a un monde catholique, il y a un monde protestant, et il y a eu des guerres de religion. Alors, ouais, c'est difficile d'en tirer une définition univoque. Judéo-chrétien, mais quel scandale! On a persécuté les Juifs en Europe pendant 1500 ans et plus, et on voudrait d'un coup être judéo-chrétien. Mais c'est une construction a posteriori. Après, on va dire c'est les Lumières. C'est les Lumières, voilà. Alors, les Lumières, oui, mais alors il va les droits de l'homme, etc. Ouais, enfin, il va quand même mettre au bilan 2 guerres mondiales, Auschwitz, le Goulag. On va quand même minorer un tout petit peu l'enthousiasme du positivisme. Sur les droits de l'homme et les Lumières. Positivisme. Ensuite, on va dire, ah ben non, c'est un système, finalement, politique. C'est la démocratie, les élections, l'état de droit, une constitution... Et tout ça n'est pas faux, quand même. C'est pas faux. Mais quand je vous dis Occident, vous ne mettrez jamais l'Argentine et le Brésil dedans. Or, pourquoi les pays d'Amérique en sont exclus? Vous n'y penserez pas. On pense pas, on dit pas, c'est l'Occident. Pourquoi? Parce que, finalement, l'Occident, ça n'a qu'un sens propre et concret, c'est le cartel anglo-saxon qui domine les relations atlantiques entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est bien ce qu'attaquent ces 5 néo-empires religieux, n'est-ce pas? Évidemment, sous des tas de prétextes fallacieux, parce qu'au fond, ils sont plus impérialistes, plus colonialistes, et au fond, plus occidentalistes. Si l'occidentalisme, c'est la célébration de la puissance absolue, n'est-ce pas? Ce sur quoi ils se trompent. Donc, il y a ce problème-là, n'est-ce pas, qui est important. C'est est-ce que nous sommes l'Occident? Ou est-ce que nous sommes, par exemple, nous, Français, plus que l'Occident par notre histoire? Est-ce que nous sommes enfermés dans cet espace? Est-il même tellement valide? Pourquoi il ne serait pas valide? Parce que, malheureusement, il y a un fossé entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, et ce fossé, c'est que les États-Unis d'Amérique ont une constitution politico-religieuse très proche de celle de ces nouveaux empires, que nous n'avons pas du tout. Nous n'avons pas la même théodicée, nous n'avons pas la même anthropologie que les Américains. Nous, depuis la Bible, depuis le meurtre d'Abel par Caïn et depuis l'Iliade, nous savons que nous sommes toujours en risque d'inhumanité. L'humanité, ce toboggan, peut plonger dans l'inhumanité, n'est-ce pas? Comment on va faire pour résister à l'inhumanité qui est toujours possible? Et le mythe américain, c'est pas ça. Ce sont des puritains qui ont été persécutés par la papauté, les monarchies catholiques, mais aussi les royautés protestantes, et qui, d'un coup, découvrent un monde supposément vierge. Il ne l'est pas, mais ils préfèrent croire qu'il l'est, parce qu'il a été réservé pour eux par Dieu, de manière providentielle, pour établir un empire du bien sur Terre. Et en fait, les États-Unis croient à la domination innocente. Donc, ces États-Unis reposent, vous voyez, les sorcières de Salem, les fers de l'esclavage, le western avec le lynchage. Il y a une espèce d'immanence perpétuelle du bien dans le mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque les Américains partent au bout du monde pour se vouloir, en quelque sorte, les missionnaires de la liberté, de la prospérité, du bonheur, et qu'on les rejette, ils reviennent chez eux, ils disent « Pourquoi tant de haine, n'est-ce pas? Pourquoi on ne nous aime pas ?» Parce qu'ils ne le comprennent pas.
Parce qu'ils ne comprennent pas, par exemple, que pour nous, Européens, c'est inconcevable d'utiliser des oxymores comme le fait George W. Bush en parlant de bombes humanitaires. Non, les bombes ne peuvent pas être humanitaires, elles sont toujours pour nous, même pas humaines, inhumaines, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une différence fondamentale qui explique que les États-Unis ont une religion civile qui dépasse de loin le protestantisme. D'ailleurs, je dirais que cette religion civile, elle a tué en quelque sorte, pas tué, mais elle a marginalisé ce qu'il y a de vrai de vraie aspiration protestante aux États-Unis. Elle a stérilisé le judaïsme, elle a stérilisé le catholicisme. C'est cette religion qui fait que les églises sont libres de l'État, mais l'État n'est pas libre de Dieu. C'est un Dieu qui ressemble à l'Amérique, au fond. C'est le Dieu de l'Amérique. Mais de ce point de vue-là, il y a une véritable religion civile. Le nom de Dieu est sur le dollar, il est au début de l'hymne, le Capitole ressemble à un temple, on vénère le drapeau, les cimetières militaires, et on fait la guerre, juste, croit-on. C'est vrai. Alors, au bout de tout ça, bon, pourquoi tant de haine ? Et c'est vrai que cette haine, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Est-ce qu'on va pas continuer pendant des dizaines d'années ou un siècle à être dans la haine et de supporter cette haine ? Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective face à cette haine qui est contre l'Occident ? Qu'est-ce que l'Occident doit faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? On ne répond pas à une sommation, on ne répond pas à une déclaration de guerre, en fait. Aujourd'hui, la Russie nous fait la guerre. Pas simplement en Ukraine, elle nous fait la guerre dans le cyberespace, tous les jours. Mais vous croyez que ça valait plus que vraiment la Russie a envie de détruire l'Europe ? C'est ça l'idée ? Je pense que la Russie a un processus d'ascension de puissance qui fait que la Russie ne s'arrêtera pas tant qu'elle dominera pas, tant qu'elle ne sera pas dans l'exercice de sa domination plénière. Sur toute l'Europe ? Mais l'Europe et le reste du monde, il n'y a pas de limite. C'est le problème des logiques impériales lorsqu'on les laisse partir. Elle va faire face à la Chine et à d'autres puissances. Bien sûr, ça j'en parle beaucoup. Et j'explique toutes les guerres que ces pays, ces empires ont eues par le grand passé, entre le 15e et le 19e siècle. Mais il n'empêche que pour l'instant, ils sont unis. Ouais. Ils sont unis pour nous détester. Contre l'Occident. Ouais. Donc on fait quoi ? D'abord, on a des alliés qui sont invraisemblablement forts de courage. Ces femmes iraniennes qui vont manifester, elles ne veulent pas devenir occidentales, elles ne veulent pas devenir californiennes. Elles veulent vivre leur liberté, leur dignité de personne humaine en tant que femme. Les Ouïghours, les Ukrainiens, les intouchables, tous ces gens-là disent non à cette domination par la force, la barbarie et la cruauté. Ils disent non, ils s'insurgent. Ils s'insurgent au nom de cet universalisme qui nous dépasse. Oui, mais qui nous défendons, qui est notre marque de fabrique, non ou pas ? Bien sûr, oui. Mais ça ne nous appartient pas. C'est clair. C'est toute l'idée est là, quand même. C'est qu'on ne défend pas l'universalisme parce que ça serait nous. Ce serait de notre côté. On défend l'universalisme parce que l'autre nous vaut. Parce que c'est une valeur en tant que telle. Oui, mais c'est l'altérité qui crée l'universalité. C'est pas l'identité. Et donc, par rapport à ça, nous voyons ces couages qui sont énormes. Et tout est toujours possible dans ces pays. Le renversement de la tyrannie, lorsqu'il advient, il advient très souvent brutalement, de manière inattendue, de manière inespérée. Pour nous, ensuite, nous avons un problème. C'est que nous sommes trop dépendants des États-Unis et nous avons vu que cette dépendance nous crée une faiblesse extrême, même quand il s'agit de secourir des femmes et des enfants qui courent sous les bombes, comme en Ukraine. Ils le font quand même. Qui ? Les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Mais on a vu qu'ils ne sont pas sérieux. On a vu qu'on est suspendu à leur politique intérieure à un moment où ils sont complètement divisés entre eux, à un moment où vraisemblablement les États-Unis sont entrés en déclin. Deux signes de ce déclin, c'est d'une part, évidemment, la profanation du Capitole par les Trumpistes, qui est une véritable profanation. Un geste gravissime. Et le deuxième point, c'est la débâcle américaine en Afghanistan par Joe Biden. Le départ sans cessez-le-feu, sans armistice, sans rien. 20 ans de guerre, 3 500 milliards de dollars, des dizaines et des dizaines de milliers de victimes de tous les côtés pour libérer un pays des talibans auxquels on le laisse finalement en partant comme un voleur.
Soyons sérieux. D'accord. Donc ça, c'est les limites de l'Occident, des États-Unis. Et l'Europe. En Europe, il n'y a qu'une puissance, c'est la France. Non, on ne peut pas dire ça. Il n'y en a qu'une, c'est la France. Mais pourquoi? Il faut argumenter ça. Il faut l'argumenter, bien sûr, mais c'est assez simple. Nous sommes, depuis le départ des Britanniques, les seuls à avoir la force nucléaire, l'atome. Et ça fait une différence essentielle. Essentielle. Dans le monde d'aujourd'hui, comme dans le monde d'hier, ça fait une différence essentielle. Le deuxième point, c'est que nous sommes les seuls à disposer d'une armée complète. Elle est modeste, en nombre, mais elle est complète. Terre, air, mer. Il y a de fantastiques bataillons et régiments ailleurs. Il n'y a pas cette complétude, n'est-ce pas, de la guerre conventionnelle totale. Le troisième point, c'est que nos soldats ont fait l'épreuve du feu. C'est très différent d'avoir des soldats qui sont entraînés et des soldats qui sont allés au combat. Et surtout, qui plus est, nous sommes la seule, je crois le seul pays au monde, mais en tout cas l'un des rares, c'est sûr, à être présent sur tous les océans, sur toutes les mers, dont le Pacifique, où va se jouer demain le sort du monde, comme le sort du monde s'est joué autour de la Méditerranée jusqu'à la Renaissance, autour de l'Atlantique à partir de la Renaissance. Demain, ce sera autour du Pacifique. Et, pour finir, nous avons surtout une tradition complexe de retour critique sur soi. Nous avons été un pays colonial, mais nous avons été aussi un pays où s'est pensé l'anticolonialisme. N'est-ce pas ? Et nous avons toute une tradition, une kyrielle de savants de toutes sortes qui sont allés vers les ailleurs, vers les lointains, pour connaître ces ailleurs et ces lointains dans leur altérité, et non pas simplement pour les capter. N'est-ce pas ? Nous avons une connaissance des cultures du monde dans le respect de l'intégrité de ces cultures et de leurs différences, qui est un capital énorme, parce que, en fait, il s'agit moins de désoccidentaliser le monde, comme le pensent Poutine, Xi Jinping, Modi, Khamenei, Erdogan. Il s'agit de démondialiser le monde, c'est-à-dire d'arrêter avec ce processus d'une mondialisation qui est centripète, qui ramène au centre toutes les populations de la Terre pour les faire vivre de la même façon, s'habiller de la même façon, manger de la même façon, etc., écouter la même musique, regarder les mêmes plateformes, n'est-ce pas ? Ça c'est un des mouvements de la mondialisation. L'autre mouvement de la mondialisation, qui est centrifuge, c'est qu'il y a des tas d'identités qui ne peuvent pas participer de cette distribution des biens, des béatitudes terrestres. Et donc, ces identités qui se retrouvent à la périphérie, eh bien, elles deviennent convulsives. Parce qu'elles entrent en guerre contre leur rejet ou contre leur non-admission dans ce chemin central d'unification d'une même humanité consumériste, disons les choses comme elles sont. Donc, ce double rapport, c'est la mondialisation. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est les deux en même temps. Voilà. Donc, il faut, en fait, je dirais, refuser l'uniformisation. Il faut valoriser la différenciation, mais une différenciation désarmée, contributive à l'universalité. Une réflexion passionnante, surtout qu'on traverse l'histoire de tous ces pays et du nôtre à travers votre livre, L'Occident ennemi numéro 1. En tout cas, merci beaucoup Jean-François Colosimo de cet entretien. Merci à vous, Jean-Louis Bouton.